Bon, donc nous allons en finir désormais avec l'examen traditionnel des grandes tendances du marché. Alors, comme le disait monsieur le directeur général tout à l'heure, nous avons des autorités de contrôle qui ont multiplié les messages. Messages qui ont pu être relayés des fois de manière un peu brutale, et avec quelques propositions fortes. Propositions fortes, oui, il y a la baisse des taux d'intérêt a mécaniquement provoqué la remontée des prix de l'immobilier. Deuxième proposition forte, qui déformée, soyons clairs, qui est reprise, c'est de toute façon la hausse des prix rend inaccessible la réalisation des projets immobiliers parce que les taux d'effort supportés sont maintenant à la limite de l'acceptable. Troisième proposition, en plus, tout cela n'a alimenté qu'une bulle immobilière. Bon, alors on a essayé de vous illustrer ces trois propositions avec des approches macroéconomiques. Voilà. Alors la première proposition, la relation inverse existerait entre l'évolution des prix des logements et l'évolution des taux des crédits immobiliers. Il y a une véritable relation inverse entre la hausse des taux d'intérêt et la variation des prix. La hausse des taux d'intérêt provoquant une baisse des prix. La baisse des taux déclenchant une remontée des prix. Cela était vrai jusqu'en, dirons-nous, 2009-2010. Et puis, cette belle relation, qui pourtant est reprise sans modération, a cédé la place pendant un temps à une décroissance conjointe et des taux d'intérêt et du rythme d'augmentation des coûts des opérations. Et puis, nous avons eu un semblant de rétablissement d'une relation inverse, sauf que la hausse des taux pouvait être associée à une accélération de la remontée, mais la remontée des taux, même si elle était provisoire, n'était plus associée à un ralentissement ou à une baisse des prix. Et on dira que depuis 2017, c'est à peu près tout et n'importe quoi dans tous les sens. Voilà, donc la relation inverse, elle semble ténue. D'ailleurs, si on regardait, on l'a vu dans les diapos précédentes, nous avons un nombre de villes conséquent où les prix ont baissé. Alors prenons l'exemple de Bordeaux. Les prix ne baissent pas à Bordeaux. Mais heureusement que les taux d'intérêt ont baissé parce que la hausse des prix a ralenti. Voilà, donc on voit bien qu'on ne peut pas tenir une explication qui soit une explication solide, qui conduise à dire qu'il y a une relation inverse entre prix et taux d'intérêt. Maintenant, regardons l'évolution des prix sur longue période. Alors on prend le prix, qui est le prix au mètre carré, corrigé de l'effet revenu des ménages. Ce que tout le monde commente en disant les prix n'ont jamais été aussi élevés. Alors, le prix relatif, donc prix au mètre carré corrigé par le revenu des ménages, est aujourd'hui de 70 à 75% plus élevé qu'il ne l'était au début des années 2000. Preuve que le marché est inaccessible. Ben non, justement, parce que il faut se souvenir que dans le même temps, la baisse des taux d'intérêt, l'allongement des durées, a provoqué une diminution exceptionnelle des annuités. Exemple, si on prend une annuité 100 kg euros, toutes choses égales par ailleurs,
Depuis 2000, entre 2000 et 2019, près de 20 ans, l'annuité a baissé de 45%. Exceptionnel, mais souvenez-vous, vous ne l'aviez peut-être pas noté, qu'entre 1980 et 2000, la même annuité avait déjà baissé de 50%. Donc c'est une évolution qui est spectaculaire, mais qui n'est pas récente. Certes, aujourd'hui, le taux à 1, le dernier chiffre qu'on vous a présenté, 18%, est beaucoup plus bas que celui qu'on connaissait en 1980. Néanmoins, entre 1980 et 2000, les taux avaient baissé fortement déjà. Maintenant, nous le savons, si nous prenons en compte l'évolution de ces conditions de crédit, le prix relatif du logement corrigé de l'évolution des conditions de crédit est en 2019 un de ses points les plus bas depuis les 55 dernières années. Voilà, c'est quand même quelque chose qui doit être souligné. Et on peut bien comprendre pourquoi les marchés immobiliers sont aussi dynamiques aujourd'hui. On n'est donc pas étonné du dynamisme des marchés. En revanche, vous vous souvenez de la troisième proposition qui se retrouve dans cette idée de bulle immobilière, cette inflation immobilière qui ferait que finalement les crédits qui sont distribués aux ménages sont des crédits qui viennent simplement alimenter la hausse des prix et que ça ne sert absolument pas à soutenir l'activité des marchés. Bon, c'est un peu rapide parce que on va prendre, et là je vous l'ai pris uniquement avec l'accession à la propriété. Voilà, nous avons en gris le nombre d'accessions à la propriété réalisées chaque année, échelle de gauche. Par exemple, depuis 2017, nous sommes sur un rythme de 860 000 à peu près accessions à la propriété par an. Et puis, en rouge sang, nous avons les crédits nouveaux distribués aux ménages pour financer les acquisitions immobilières et pour ramener ça à une échelle qui soit une échelle comparable, on rapporte au revenu des ménages. Alors l'avantage, en rapportant au revenu des ménages, c'est que ça gomme les effets qui sont les effets d'inflation qu'il peut y avoir derrière. Bon, ben voilà, certes, la corrélation n'est pas absolue. Néanmoins, pour ceux qui se souviennent des coefficients de corrélation, le coefficient de corrélation, il est de 0,87. C'est pas mal, hein? Voilà. Donc, ça tendrait à dire que finalement, quand on distribue des crédits immobiliers aux ménages, c'est pas simplement pour alimenter une bulle immobilière. C'est pas simplement pour alimenter une inflation immobilière. Les banques financent aussi l'économie réelle. Alors, terminons-en. Au 11 octobre, les taux des crédits étaient de 1,13%. 1,17 au mois d'août, 1,18 en septembre, 1,17 en octobre. En gros, l'expérience... 1,13. Ouais. En gros, soyons clairs, le point qui est le point d'observation qu'on arrête à la mi du mois laisse sortir un taux qui, pour le mois, est à peu près celui-là. Donc, ça signifie que ce qu'on vous a dit au début, oui, on va avoir plus de la moitié de la production, les 2/3 de la production de crédit immobilier qui, finalement, se fait aujourd'hui à moins de 1%. C'est ça que ça signifie. C'est fort, c'est très très fort, c'est du jamais vu. Il n'y a pratiquement aucun État de l'Union européenne qui peut se prévaloir de cela. En dépit du fait que tous les États de la zone euro bénéficient de la politique monétaire qui est suivie par la BCE.
hein. Donc ça, moi je pense qu'il faut vraiment souligner. En revanche, il y a un deuxième point sur lequel j'attire votre attention. À mi-octobre, nous sommes sur une durée moyenne de 226 mois. Le 226 mois confirme bien l'observation que l'on a faite sur le mois de septembre. Nous étions à 226 mois. Et ce 226 mois est de 3 mois inférieur aux 229 mois qu'on avait en moyenne depuis le début de l'année. Nous sommes même montés jusqu'à 230 mois entre mai et juillet. Donc le fléchissement, la légère déformation de la structure de la production que l'on constate semble constituer une tendance d'évolution du marché. Un peu logique, hein, même si les établissements continuent à largement alimenter le marché, ils sont plus vigilants sur un certain nombre de fragilités comme les autorités de contrôle les ont invités. Voilà. Bon. Alors du côté des taux, les risques d'inflation sont inexistants, hein, pour tout le monde. On reste sur une augmentation, sur une inflation à 1,3%. Alors ici, c'est l'IPCH, hein, je rappelle. Et en revanche, les scénarios qui sont les scénarios d'évolution des taux, des ressources, ont continué à évoluer. Hein. Si on prend les projections macroéconomiques de la Banque de France, sa publication de septembre nous dit, ben voilà, 0,10% pour l'OAT à 10 ans en 2019, oui, c'est à peu près ça, en moyenne, depuis le début de l'année, on est à 0,14, hein, donc ça signifie qu'on va bien rester sur les zones négatives de l'OAT à 10 ans d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, pour 2020, la Banque de France, maintenant, nous dit moins 0,20 en moyenne sur l'année, et pour 2021, moins 0,10 en moyenne sur l'année. Ça a quand même parcouru un grand chemin, puisque en décembre, le scénario de décembre 2018, la Banque de France était à 1,20 en moyenne pour 2020, et 1,40 pour 2021. Donc on voit bien, ça signifie qu'il n'y a pas de risque, entre guillemets, formidable de remontée des taux. Du côté des taux des crédits immobiliers aux particuliers, ça signifie qu'on va finir l'année, avec une valeur moyenne sur l'année qui sera de l'ordre de 1,25%. On finira donc l'année, enfin, avec un second semestre qui sera un peu plus de 1,15%. Ça signifie que si on reprend le scénario de la Banque de France, on escompte une augmentation des taux des crédits immobiliers de l'ordre de 10 points de base en 2020 et encore de l'ordre de 10 points de base enfin 10 à 20 points de base en 2021. Donc ça signifie que finalement on reste sur des taux qui sont particulièrement bas. Tout au plus, les durées auxquelles les crédits sont octroyés et les taux d'apport personnel qui sont exigés ne resteront pas aux niveaux actuels. On l'a vu, raccourcissement lent, modéré, des durées, remontée lente, modérée, des taux d'apport personnel exigés. Bon, maintenant, les signaux contradictoires qui sont lancés par les autorités de contrôle méritent d'être soulignés. Alors qu'on a un rapport de la CPR et un rapport de la HCSF, néanmoins, la Banque de France publie le seuil d'usure. Et un seuil d'usure qui, pour le 4e trimestre, connaît un recul qui est quand même marqué, spectaculaire, prononcé. Prononcé sur
les prêts à plus de 20 ans, 20 points de base de baisse par rapport au troisième trimestre. Prononcé aussi sur les 10 à 20 ans, 13 points de base de recul. Bon, maintenant, une diminution beaucoup plus modérée sur les prêts à 10 ans, 5 points de base. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors, ce que disait Jean-Marc Villon tout à l'heure, relisons-le avec ce graphique-là. Les autorités monétaires s'inquiètent d'un allongement excessif des durées à l'octroi. Donc il est clair que si on diminue le seuil de l'usure sur les prêts aussi fortement sur les prêts à plus de 20 ans, la tendance au raccourcissement, à la déformation de la production se renforce. Donc la baisse du seuil de l'usure sur les plus de 20 ans, c'est sans aucun doute le renforcement du signal de la déformation de la structure de la production. Puisque vous vous souvenez ce qu'il y a dans le seuil de l'usure, il va y avoir certes le taux nominal, et puis il va y avoir derrière les coûts des sûretés. Et puis il va y avoir aussi les coûts des intermédiaires. Par exemple, un établissement qui passe par un courtier pour œuvrer sur le terrain des rachats de créances. Alors donc, quand on regarde, justement, on a l'impression que la baisse du seuil de l'usure sur les 10 à 20 ans va plus dans le sens souhaité par les autorités monétaires, éviter un redémarrage du mouvement des rachats de créances. Puisque ça signifie que du même coup, la difficulté pour les établissements, sauf s'ils acceptent de redistribuer encore plus de fonds propres, voire en direction des courtiers, on ne voit pas trop comment on pourrait avoir une reprise du mouvement des rachats de créances. Bon, maintenant, voilà, on finit. On confirme une très bonne année en termes de production de crédit. Une année même se situant à un niveau qu'on n'avait jamais connu par le passé. En termes d'offres acceptées, au moins, je dis bien au moins, 183 milliards d'euros. Voilà, ça signifie donc que certes, même si on a un petit quelque chose en plus sur le niveau des rachats de créances, pour autant, en termes de poids relatif dans la production globale, ça restera en 2019 très contenu.